Exmo Congo pour Camos Production, émission à voir pour tous ceux qui ne veulent savoir en fait c'est quoi la réalité du combat panafricain et des militants noirs de France. Suivez cette émission-là, vous serez servi. Camos de Nostradamus. C'est la réalité. Parce que c'est ce que l'on vit. Et je pense qu'on a tous fait l'expérience. Tu peux aller quelque part où tu vas te retrouver qu'avec des babes. On va pas te dire, ouais, mais t'es français. On va te dire, ouais, mais vous êtes de quelle origine? On te le fait. Ce qui fait que dès le départ, tu vois qu'on te montre que tu n'es pas en fait de cette origine-là. C'est clair, hein. Et le fait de le clamer, bah, ça ne fait pas de toi en fait en réalité quelqu'un qui est bizarre ou quoi que ce soit. Alors qu'en fait, t'es juste quelqu'un qui montre la réalité. Mais le problème, c'est comme je dis, les gens ont du mal à accepter la vérité. Tu sais, la vérité, elle est beaucoup plus dure à entendre que le mensonge. Tu sais, le mensonge, il est toujours plus doux à l'oreille que la vérité. Les gens, quand tu vas raconter des conneries à quelqu'un, la personne, souvent, tu remarqueras bien, les personnes qui disent la vérité, souvent, se font beaucoup plus d'ennemis que les gens qui disent des mensonges. Ceux qui disent des mensonges, ils sont amis avec la planète entière. Mais celui qui dit la vérité, bizarrement, c'est celui qu'on renie le plus souvent. Et ça, je dis, les gens, en fait, n'aiment pas en fait, qu'on en balance la vérité. Ok. Mais donc, dans tout ça, est-ce que toi, tu es pour le mélange? Donc, c'est-à-dire... le métissage. Ouais, bon, le métissage. Hein. Toi, demain, tu peux épouser... Moi, personnellement, pour ma part, personnellement, moi, je suis pas un hypocrite. Moi, cette histoire de métissage, je suis pas là-dedans. Je suis pas là-dedans du tout. Après, maintenant, que des gens, en fait, qui ont grandi ensemble, qui ont noué des affinités et autres, se mettent parce que soit il y a eu quelque chose qui fait qu'ils sont rapprochés, je suis pas contre. Mais quand ça devient systémique et que ça devient en fait une automatisation, là ça me pose problème. Et aujourd'hui on peut le voir en France, on a créé en fait un système où on oblige les Renois, les Rebeux et compagnie à se mélanger en partie. Et particulièrement si tu peux le voir avec les joueurs de l'équipe de France. La plupart des Renois sont tous avec, soit avec des Babtous, soit avec des Rebeux. J'en vois aucun avec une femme noire. Pourquoi? C'est-à-dire que c'est un système qui a été mis en place. C'est-à-dire qu'on a valorisé les femmes. Un système qui a été mis en place. Ou bien c'est peut-être les Rwandais qui sont un peu complexés de leur sœur ou quoi. Il y a un mélange des deux. Mais dans tous les cas, il suffit simplement en fait de regarder. Tu sais, moi je vais dire une chose. Tu sais, nous les Renois, la part du temps en fait, on n'est pas assez attentifs dans certaines choses. Moi j'ai des petits frères à moi qui sont dans les centres de formation là, soit à Clairefontaine, soit à Auxerre, soit je sais pas où. Et je peux te dire que du rapport que j'ai d'eux, quand ils me disent en fait ce qui se passe dans les centres de formation, parce que eux ils savent comment je suis, tu vois, c'est-à-dire qu'avec moi ils savent que on va pas aller de gauche, on va pas aller à droite, on va aller tout droit. Avec moi ça va être direct, ça sera comme on dit à l'OM, c'est droit au but. Ce sera pas dans les histoires de zigzag, on va aller droit au but. Et ils te le disent que la plupart du temps, on les case, on les maque, on va dire, avec on va dire des femmes en fait soit blanches, parce que ça passe mieux et on accepte mal en fait de voir un couple noir. Et il suffit de regarder même la télévision française. Jamais tu verras dans la télévision française des couples noirs ensemble ou des couples arabes, on mélangera toujours des couples mixtes. Comme si ça dérangeait le fait de voir un homme noir avec une femme noire ensemble. Mais concrètement, ça se matérialise comment le fait qu'on les case? Comment ils font? Il y a différentes manières. Après maintenant, la manière dont ils le font, il y a plusieurs moyens. Des fois, il y a des soirées privées qui sont faites, ou des fois, on ramène des filles à l'entraînement, qui sont là spécialement pour supporter. Ah, si Mamadou, t'es fort. Tu vois un peu, il y a diverses manières. Mais c'est vrai. T'as dit quoi? À quel moment? Non, c'est pas que c'est obligé. Je viens de te dire. Je veux dire, mais le petit, il est pas encadré. Non, attends, je veux dire une chose. Oh, Seigneur. Un petit, par exemple, qui joue au football, qui est dans un centre de formation, qui n'est pas encadré par sa famille. Il est encadré par des gens, en fait, extérieurs à sa famille. Ces gens-là, je ne pense pas, en fait, qu'ils voudront le meilleur pour cet enfant-là. Ils vont, en fait, avant tout, garantir leur intérêt avant de garantir l'intérêt de cet enfant-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je veux dire, nous, en fait, le problème avec les Africains, de manière générale, c'est qu'on est négligent. On aime souvent, en fait, confier nos enfants à des gens, en fait, qu'on ne connaît pas. C'est ça, la réalité. Même à l'école, moi, je me rappelle à l'époque où j'étais petit, tu sais, je veux pas dire que j'étais un bosseur à l'école, parce que j'étais un mec, j'aimais pas l'école. Ce qui fait que, quand j'avais des mauvaises notes et compagnie, souvent, ma mère, en fait, elle attendait, elle disait, ah, mais toi, tu travailles pas. Ton professeur il m'a dit ça. Je dis mais elle-même en fait elle essayait pas en fait de surveiller ce que je faisais. En fait c'était de la négligence. C'est la négligence qui ramène souvent en fait l'échec scolaire parce que tu remarques bien
La plupart des mecs de cité et compagnie qui ne réussissent pas à l'école et qui arrêtent souvent l'école avant soit leur brevet des collèges ou soit avant le bac ou le brevet ou ce genre de choses, c'est parce que ils ne sont pas suivis. Et en fait, il y a un laxisme criant dans notre communauté, dans tous les domaines. C'est ça qui fait que même nos parents, malheureusement, quand on envoie nos petits frères dans les centres de formation de football et compagnie, pour eux, ils se disent « Ah, c'est bon, ils vont être gérés là-bas ». Alors que tu vois, les petits, ils subissent beaucoup de choses. Beaucoup de méfaits, soit au racisme, à la négrophobie, ce genre de choses. Mais les petits, à un moment donné, ils intériorisent ce genre de choses. Et pour eux, ça devient en fait limite normal que quand, par exemple, tu vas voir des petits blancs qui vont t'appeler Bamboula, pour toi, ça devient normal. Parce que tu dis, ah, mais toute ma vie, on m'a toujours appelé comme ça. C'est-à-dire que tu intériorises en fait le racisme et ça devient en fait une norme. Alors qu'en fait, dès le départ, c'est anormal. Mais le problème, c'est que si ces enfants-là, par exemple, seraient encadrés par des adultes de leur communauté, et leur dirait, si quelqu'un vient, par exemple, te parler, vient t'insulter de singe ou te dit des petits noms d'oiseaux comme ça, directement, l'adulte ou celui qui est responsable pourra en fait expliquer à cet enfant-là que t'as vu cette chose-là, elle est pas normale et ainsi de suite. Mais des enfants qui font 5, 6, 7 ans, et ils le font pendant la période qui est le plus important dans leur vie, l'adolescence. Il faut savoir que un adulte se construit lors de son adolescence. C'est-à-dire que si tu rates ton adolescence, en vérité, tu rates une partie de ta vie. Parce qu'en fait, les codes qui seront donnés pendant ton adolescence, c'est ça qui va définir en fait après plus tard ta vie d'adulte. Ce qui fait que entre 11 et 18 ans, si cette période-là, tu n'as pas été encadré correctement, malheureusement, ça aura une grosse répercussion plus tard dans ta vie d'adulte. Et la plupart du temps, les footballeurs, qu'on voit aujourd'hui, ils ont été encadrés pendant cette période-là par des gens en fait qui n'étaient pas en fait des gens qui faisaient partie, je peux dire, de leur communauté et qui ne comprenaient pas ce que eux vivaient en tant que noirs. Parce que il faut savoir que en fonction de tes caractéristiques, tu as en fait des réalités que tu vis que les autres ne vivront pas. Moi, en tant que noir, je ne vivrai pas de la même manière qu'un blanc. C'est un fait. Le fait de le dire, c'est pas dire qu'on fait de la séparation, c'est un fait, c'est une réalité. Par exemple, moi, si je prends, si je sais pas, je vais dans une campagne perdue, directement, on me remarquera. On va me regarder pour dire, ah, bah lui, il fait quoi ici? Parce que je suis noir. C'est un fait. Et le fait de le dire, ce n'est pas en fait de dire que non, c'est un fait. Tu vois un peu, c'est-à-dire qu'en fonction des caractéristiques de chacun, comme je l'ai dit, il faut en fait avoir une éducation adaptée et appropriée. Et le problème, ce n'est pas souvent fait. Tu vois, ça qui crée les problèmes que tu peux voir aujourd'hui d'ordre de troubles mentaux que certains Renois peuvent avoir. Et rejettent en fait, je peux dire, leur propre peau et leur propre couleur. Parce que ils ne s'identifient à rien. Tout simplement. Donc en gros, en fait, les parents, des fois, ils encadrent pas vraiment à 100% leurs enfants, en fait. Ils les encadrent pas parce que c'est par méconnaissance. Tu sais, nos parents africains, ils sont souvent très naïfs, tu vois. Ils imaginent en fait que dehors, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Tu sais, c'est comme certains parents en fait ne savaient pas que par exemple quand tu tombes sur les conseillers d'orientation qui t'envoyaient vers les BEP et compagnie, même quand vous avez des bonnes notes, et quand t'étais un petit Clément ou Martin, c'était allez, tu vas quand même en général, même si t'étais un nul à la classe. C'est-à-dire que il y avait une réalité qu'on vivait. Nous, le fait d'avoir grandi ici, on connaît ces réalités-là. Ce qui fait que jamais un prof pourra me raconter des conneries parce que je sais en fait en réalité comment le système scolaire fonctionne ici en France. Ce qui fait que toi, le fait d'avoir grandi ici, ton enfant, tu pourras l'orienter. Et si t'entends en fait ton enfant se plaindre de certaines choses, tu pourras savoir que c'est la réalité. Parce que toi-même en fait, en tant qu'individu, tu l'as déjà vécu. Le fait de l'avoir vécu, on peut plus te la faire à l'envers. C'est à celui qui n'a pas vécu cela, à qui on peut en fait raconter des conneries. Mais moi, qui ai vécu, qui a grandi dans le système scolaire depuis la maternelle ici, on va pas me raconter des conneries. Je sais comment ça marche. Tu vois un peu? C'est la différence. C'est donc des questions? Ouais, des questions. Bon, tu es dans ce qu'on appelle le panafricanisme. Le panafricanisme. Ouais. Est-ce que pour les auditeurs, tu peux définir ce que c'est que le panafricanisme exactement? Le panafricanisme, en fait, c'est une idéologie qui a été créée par des Noirs de la diaspora. C'est-à-dire que les Noirs des Caraïbes et les Antilles. C'est-à-dire que ceux qui ont été déportés pendant la période de l'esclavage, pour en fait unir. À l'époque, c'était dans un contexte bien particulier parce que le panafricanisme en fait est né du temps en fait de la ségrégation raciale et je peux dire de l'apartheid. Aux États-Unis, vous n'êtes pas censé ignorer que voilà que les Noirs étaient séparés des Blancs et compagnie. Et en fait, c'est des gens en fait de la diaspora qui vivaient cette ségrégation-là, ou soit du code de l'indigénat plutôt, et autres. Ce sont eux en fait qui ont créé en fait ce qu'on appelle le panafricanisme. C'est-à-dire que pour
que les Noirs se réunissent sur la même cause commune que l'on vivait à l'époque, le racisme, les problèmes sociaux, économiques et j'en passe. Et après, ça s'est en fait déporté au niveau de l'Afrique, parce que aussi en Afrique, à ces temps-là, on était sous la colonisation, et ce qui a fait que l'idéologie panafricaine, que les Noirs se réunissent pour combattre un ennemi en commun qui était à l'époque l'impérialisme occidental et la suprématie blanche, si je peux dire, ils sont réunis en fait dans cette base-là. C'est ça en fait le panafricanisme. Ok. Et quand, par Et exemple... la valorisation aussi de la culture africaine, parce qu'il faut savoir qu'aussi, on a été pendant très longtemps dévalorisé, soit pendant l'esclavage, soit pendant la colonisation. Donc le panafricanisme, en fait, ça regroupe un peu tout ça. Justement, pour rebondir... La valorisation de soi. Ok. Mais justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, qu'est-ce que tu penses du débat qu'on dit qu'aujourd'hui le panafricanisme c'est plus possible parce que un noir d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, un noir d'Haïti, un noir d'Europe, un noir d'Océanie, un noir en Afrique, aux États-Unis, etc. Ils ont plus grand chose en commun. C'est plus la même chose. Oh, bien au contraire. Je dirais qu'ils ont encore plus de choses en commun qu'à l'époque. Parce que je pense qu'un noir qui est aux États-Unis, il vit les mêmes violences policières qu'un noir qui vit en France. Un noir qui vit en Haïti, il vit les mêmes problèmes endémiques à la pauvreté structurelle qu'un noir qui vit en Afrique. Ouais. Ce qui fait que les problèmes que l'on rencontre, peu importe de là où est-ce qu'on se trouve sur la Terre, du moment que tu es noir, tu es confronté au même problème. Peu importe là où est-ce que tu te trouves. Ce qui fait que cette vérité est encore plus vraie aujourd'hui. Okay. Oui, effectivement, ça c'est sur le vécu. Mais maintenant, ces gens qui disent ça, ils poussent encore en disant que maintenant, il n'y a plus rien en commun parmi ces gens-là. Déjà, rien que la langue. C'est-à-dire qu'ils ne parlent même plus la même langue. Ils ont pas grandi dans la même culture. Parce que tu prends un noir, par exemple, d'Amérique du Sud. Un noir colombien, par exemple. Et un noir de France. Ils parlent plus la même langue. Ils n'ont pas eu le même vécu. Ils n'ont pas grandi dans la même culture. Et donc, aujourd'hui, on se demande comment est-ce qu'on peut encore les réunir. Qu'est-ce qu'ils ont encore de commun pour qu'ils puissent aller dans le même sens, même s'ils ont les mêmes problèmes. D'accord. Je vais répondre là-dessus. Je vais dire une chose. Tu vois, ça, c'est une méconnaissance culturelle, en fait, de l'homme noir, si je peux dire, de manière générale. Tu prends, on va dire, les Noirs qui ont été déportés dans ces pays-là. La plupart du temps, ils avaient des origines. Oui. Et je peux te dire que, pour ceux qui s'intéressent à la diaspora noire, c'est-à-dire que les Noirs qui ont été déportés dans les Caraïbes ou dans les Amériques et compagnie, si tu commences à faire des recherches au niveau culturel, tu verras en fait que beaucoup de ces noirs-là ont gardé en fait le socle culturel. Tu prends par exemple le cas par exemple du Brésil, de la Colombie, de Cuba, de Saint-Domingue, d'Haïti aussi. Il y a beaucoup de cultes, de rites qui sont restés en fait africaines, que tu retrouves en fait en Afrique. Tu prends par exemple ceux qui sont vaudouisants. Pas le cadre vaudou de faire de la magie noire pour faire du mal aux gens. C'est-à-dire que moi je parle vraiment au cadre au niveau de la spiritualité. Quand tu prends on va dire le cadre de la spiritualité vaudou que les Haïtiens pratiquent, tu retrouves quasiment les mêmes formes en Afrique. C'est-à-dire qu'au niveau culturel, on n'a pas perdu. Et quand tu analyses même les langues que les Noirs de ces territoires-là parlent, ils ont gardé un grand lexique de mots africains dans leur langue. Tu prends le créole haïtien, tu prends le créole cubain. Il y a beaucoup de mots. Moi, quand j'entends des mots en créole, il y a des mots que je sais directement que ce mot-là, ce qu'il veut dire et compagnie. Je peux te donner par exemple un exemple. Quand tu entends par exemple les Antillais, Martinique, Guadeloupe, qui disent Kimoun. Kimoun. Nous en Lingala, par exemple, moi qui suis du Congo et autres, pour appeler un être humain, un homme, on dit Muntu. Mutu, Moto. Et quand tu prends Kimoun, c'est Kimuntu, l'être humain ou l'humanité. Tu vois un peu, c'est-à-dire que il y a des choses en fait qui restent, mais maintenant il faut qu'il y ait des anthropologues, des historiens qui fassent des recherches pour en fait ramifier en fait, je peux dire, tous ces codes culturels là qui sont restés. Parce qu'en réalité, l'Afrique dans la diaspora africaine n'est jamais morte. Elle est restée. Ceux qui voyagent par exemple, je vous inviterai un jour si vous avez le temps d'aller à Cuba. À Cuba, moi je sais qu'il y a des personnes que je connais qui sont déjà parties à Cuba. Et ils ont reçu des gifles en arrivant là-bas. Ils ont dit mais que quand ils sont arrivés à Cuba, les Noirs étaient plus africains que les Africains eux-mêmes. Même sur la culture, sur la manière d'être, la manière de manger, parce que les gens ils pensent qu'en fait que la culture, il n'y a que la langue. Il y a aussi la culture alimentaire. Quand tu vois des Cubains, des Brésiliens, des Colombiens, même des Noirs américains, la manière dont ils mangent, tu vas au Congo, à part peut-être qu'on a certains produits qui sont différents, mais tu verras que la base est quasiment la même.
C'est-à-dire qu'il y a des choses en fait qu'on ne perd pas. On peut en fait te déplacer à des milliers de kilomètres pendant des siècles, mais tu ne perdras jamais en réalité le socle de qui tu es en réalité. On peut t'enlever certaines choses. On peut te changer ton nom, c'est-à-dire qu'au lieu de t'appeler Toumba, on va t'appeler Jean-Paul. Mais en réalité, ton socle culturel, on ne pourra jamais complètement l'enlever. Ouais, c'est vrai. Moi, j'étais parti au sud des États-Unis. C'est vrai que même au niveau de la graille, tu prends même les Madeso, tout ça, c'est fort présent. Bah, pour te dire qu'on ne perd jamais en fait. Ouais, c'est ça. Et tu sais, même pour dire que tu parles du Mississippi, il faut savoir que, pour toi qui t'intéresse à ça comme t'es congolais aussi, à la Nouvelle-Orléans, il faut savoir qu'il y a une place qui s'appelle le Congo Square. Ok. Congo Square, c'est-à-dire que les gens, ils disent eux-mêmes appartenir à l'ancien royaume Congo, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils sont originaires du Congo. Et ça, t'en trouves beaucoup en fait dans le niveau de la Caraïbe. Mais maintenant, le problème, c'est comme on ne s'intéresse pas à eux, souvent en fait, on n'est pas au fait, on n'est pas au courant de ce qui se passe réellement. Et si en fait on ferait des recherches plus approfondies, je peux te dire que beaucoup de gens en fait seraient étonnés et découvriraient énormément de choses qui changeraient complètement en fait leur vision qu'ils ont en fait peut-être des Noirs des Caraïbes et de la diaspora noire. En fait, tout ça c'est du mensonge qui est basé sur une ignorance culturelle. Voilà. Et surtout le fait que la culture locale de chaque personne, au fur et à mesure, a pris le dessus en fait. Effectivement, mais aussi c'est dû au fait qu'aujourd'hui, regarde, si un Noir qui vient d'Afrique et un Noir qui vient de la diaspora noire veulent se rencontrer, malheureusement ils sont obligés de passer par un pays occidental. Par exemple, moi, si qui veux voir par exemple mes frères d'Haïti, par exemple si je viens du Congo, je peux pas aller directement du Congo à Haïti. Je dois passer avant tout par la France ou par l'Angleterre ou par un pays occidental pour pouvoir accéder à ces territoires-là. Ce qui fait que il n'y a pas de liaison en fait entre nous. Mais le problème c'est que pour qu'on puisse en fait se reconnecter avec nos frères des Caraïbes, il faut en fait qu'il y ait des liaisons directes. Tant qu'en fait les liaisons directes soient au niveau de la communication aérien ou navale ne sera pas établie, même terrestre, parce que même nous entre nous Africains, même des fois entre personnes du même pays, des fois il n'y a même pas de route en fait pour nous relier, c'est-à-dire que les communications ne sont même pas établies. Alors qui plus est avec des personnes qui sont à des milliers de kilomètres, ça sera difficile. Mais c'est pas parce qu'ils sont différents, c'est juste que tout est fait pour qu'on puisse plus en fait se réunir. Ou quand il y en a, il y a des parasites au milieu. Bah, il y a des gens peut-être qui ont intérêt à ce que les Noirs ne puissent jamais s'unir. Ouais, c'est ça. Maintenant, je tourne mon regard d'un côté pour que les gens comprennent à qui je fais référence. Mais je pense qu'on s'est tous compris. Ouais, c'est clair, hein. Ouais. Et maintenant, je voudrais en plus rentrer concrètement dans le combat panafricaniste en France. Ouais. Pour les Noirs de France. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est qu'en France, bon, il y a ce qu'on peut appeler peut-être des pseudo-élites. Ça veut dire donc les Noirs qui sont connus en France, qui sont regardés comme la lumière. Bah, beaucoup c'est les stars du sport, la musique, cinéma, etc. Bon, c'est pas ce qu'il y a vraiment de meilleur, mais est-ce que c'est vraiment judicieux que la communauté noire de France, même s'ils ont des bonnes raisons, de commencer à les pointer du doigt publiquement et de les attaquer? Je vais prendre un exemple concret. Notre sœur Absatoussi, quand elle s'est tapée avec Zemmour, il y a le Gucci-Ville qui a fait une vidéo. Et en plus, on était en plein cœur de la polémique. Hein. Il a fait une vidéo en disant que nous, on va pas la soutenir parce que quand elle était là-haut, là-bas, elle n'a plus jamais calculé les Renois. En plus, on l'avait accusé d'avoir défendu Sagnol à l'époque où on avait dit ces trucs sur les Renois et tout. Et donc, qu'elle se débrouille et nous, on la soutient pas. Ou même la même chose pour, par exemple, Omar Sy, quand il avait soutenu les Rohingyas. Il y a beaucoup de Noirs qui ont dit non, mais avant de soutenir les Rohingyas, il y a d'autres causes à soutenir, il y a d'autres causes à faire. Alors que, et après, on le reproche beaucoup d'être souvent dans les clichés des Noirs, faire rire et tout. Est-ce que tu penses que c'est judicieux de s'en prendre à ces personnes-là? Même si effectivement c'est pas les meilleures élites qu'on puisse avoir, mais de s'en prendre à eux alors que déjà on n'en a pas beaucoup déjà en lumière. D'accord. Tu sais, moi je te dirais que tu vois la question en fait de ces gens-là, que ce soit Absatou, que ce soit Omar Sy, que ce soit même les footballeurs et compagnie. Le problème en fait de ces gens-là, moi je pars pas dans l'optique où je me dis je vais en fait me désolidariser d'eux, parce que dans tous les cas je peux être énervé contre toi, mais si demain tu te fais agresser, je serai obligé en fait de monter au créneau. Pourquoi? Parce que tu restes un de mes frères. C'est-à-dire que eux, on pourra jamais en fait se désolidariser d'eux complètement, c'est impossible. Mais
le fait d'avoir en fait ce genre de réaction, si je peux dire, c'est de les rappeler que aujourd'hui vous demandez par exemple le soutien en fait de la communauté noire par rapport à ce qui vous est arrivé. Mais nous aussi, quand on a eu besoin de vous, vous avez en fait les personnes qui avaient oublié. Mais malgré tout, on vous défendra. Parce qu'il ne faut pas croire en fait que même si tu vois le frère Gucci, j'ai vu la vidéo et compagnie, il avait en fait expliqué pour quelle raison en fait il avait fait ça. Et non pas qu'il ne se désolidarisait de Absatou, il allait la défendre parce que c'est d'abord tout une de nos sœurs, mais il allait pas en fait soutenir la personne en question et plutôt partir dans l'optique d'attaquer Zemmour parce que Zemmour nous attaquait. Parce qu'en s'attaquant à Absatou, il attaque pas en fait la personne d'Absatou, il attaque en réalité la communauté noire. Ce qui fait que elle, faisant partie d'un élément de notre communauté, en s'attaquant, en s'en prenant à elle, il s'en prend aussi directement à nous. Ce qui fait qu'on n'allait pas défendre Absatou en tant qu'individu, mais on allait défendre Absatou en tant que femme noire, qui se faisait attaquer par un homme qui estimait que son nom n'était pas en fait en adéquation avec la culture française. Mais ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'expliquais tout à l'heure, c'est que le Renoir en France, tellement il a voulu plus que s'intégrer, il s'est désintégré. Et aujourd'hui, elle, on l'a en fait ramené face à cette réalité-là. Malheureusement, Zemmour en fait lui a ramené cette vérité-là en face d'elle. Et le fait de dire que, ah bah tiens, tu fais la française et compagnie, mais pourquoi tu continues à t'appeler Absatou? Bah, trouve-toi un nom français, appelle-toi Corinne. D'un côté, c'est un fait. Tu sais, moi je veux dire raté. Dans son cas, moi je dis Zemmour, il ne ment pas complètement. Parce que Absatou, comme je te le dis, elle a tellement voulu s'intégrer qu'à la fin, elle s'est désintégrée. J'aurais préféré en fait qu'une femme comme Absatou garde en fait un minimum de dignité. Le fait d'avoir voulu en fait montrer que voilà, je suis intégré plus que l'intégration elle-même, bah à un moment donné en fait il y a des personnes qui vont vouloir te ramener cette certaine réalité là. C'est clair, hein. Après c'est pas contre elle, mais je te dis, moi je suis dans une optique où je ne commande pas en fait ce que les autres font. Chacun a son idéologie, comme je te dis, hein. On peut être unis dans la diversité. Je suis pas forcément, je ne dois pas être là à commenter en fait les actes que les uns et les autres ont posés. Chacun en fait a son idée par rapport à la chose. Mais l'objectif premier est, si on est tous dans la même cause, qui est de défendre notre communauté, peu importe ce que la personne a dit, du moment qu'elle défend sa communauté, c'est bon. Si le frère Gucci il a trouvé bon que Absatou, bah voilà, il n'avait pas à la soutenir, c'était un fait pour lui. Tu vois, c'est-à-dire que c'était sa propre responsabilité. Moi, je peux pas en fait me prononcer à la place des autres. C'est-à-dire que si tu veux en fait poser des questions par rapport à ça, il faut appeler Non, mais Gucci je t'ai pas demandé de commenter ce qu'a fait Gucci. C'est juste que je voulais avoir ton avis sur la position. Parce que moi, personnellement, je pense que cette façon de faire, elle est pas mauvaise en soi, mais elle peut fonctionner à l'envers. C'est-à-dire qu'avant tout, même si par exemple c'est comme un membre de sa famille, même s'il a tort, publiquement, faut d'abord le soutenir. Et après, s'il a fait le con, bah, il faut lui dire au huis clos. Bah, regarde, c'est ce qui a été fait en fait en réalité. Les gens en fait ont soutenu Absatou par rapport à l'affaire Zemmour de manière générale. Tu prends tous les militants de manière générale ont soutenu Absatou. Mais comme je te l'ai dit, on n'oublie pas en fait ce que Absatou aussi, certains gestes qu'elle a pu avoir. Comme quand il y a eu l'affaire Sagnol. Tu vois que Sagnol nous attaque frontalement en disant que les joueurs noirs ne sont pas intelligents, ils sont seulement bons à courir vite et ils sont costauds et ça finit là. C'est-à-dire qu'en gros, tout dans les muscles et rien dans la tête. Une personne qui vient, qui dénigre ce que tu es, parce que quand Sagnol il fait référence peut-être, parce qu'elle a peut-être pas vu ça de cette manière-là. Elle a peut-être vu en fait que Sagnol ça parlait simplement des joueurs africains. Mais en décrivant les joueurs africains de cette manière-là, il s'est attaqué en réalité à toute la communauté noire. Pour dire qu'en fait, nous les noirs, on est bons, on est costauds, tout ce que tu veux, à faire du travail manuel si on peut dire. Mais tout ce qui est question de réflexion, de stratégie, de tactique, on n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il nous a attaqué directement. Et le fait que tu accrédites toi en tant que femme noire ce genre de propos, c'est qu'en réalité tu ne sais pas où est-ce que tu étais. Tu vois. Et aujourd'hui malheureusement, bah, c'est comme je dis, tu vois, tu sais, on vit dans un monde où il y a ce qu'on appelle la cause à effet. Si tu fais quelque chose, il faut savoir que tôt ou tard, ça aura un effet en fait sur le temps. Et le fait, les bases qu'elle avait posées sur sa communication étaient mauvaises. Sagnol attaque. Moi je dis une chose, c'est-à-dire que quand on nous attaque, d'abord il faut savoir faire front les uns avec les autres. Et une fois que la chose elle est partie, là en fait on réglera nos choses entre nous. Mais toi tu vois qu'on nous attaque, au lieu en fait de défendre les tiens, tu fais quoi? Tu te mets en fait de l'autre côté et tu dis non effectivement il a raison. Après derrière tu veux qu'on te défende. C'est un peu compliqué, c'est-à-dire que moi je comprends en fait les gens qui ont eu ce genre de réaction face à Absatou. Parce qu'elle a peut-être pris la mauvaise décision à ce moment-là. Moi le truc qui m'a vraiment gêné, c'est que c'était en plein feu.
C'est-à-dire que on était vraiment en plein dans la polémique. Et que, tu vois, quand Zemmour il parle, il porte quand même une voix pour beaucoup de gens, la France profonde, les gens qui veulent pas absolument voir les Noirs comme des Français et qui le voient même pire, même en dessous d'eux. Donc à ce moment-là, la priorité c'est avant tout pas attaquer Zemmour, mais attaquer ce qu'il a dit pour le contredire. Et après, effectivement, s'il faut rappeler les choses à Absat aussi, on lui rappelle après, mais pas en plein milieu de la polémique. Tu sais, je serais pas d'accord avec toi en disant que on l'a attaqué parce qu'on ne la considère pas comme français. Tout à l'heure, je t'ai expliqué la définition de l'identité. Tu dois d'abord savoir en fait te situer par rapport à tout ça. Absatou, jusqu'à preuve du contraire, elle ne s'est jamais située par rapport à sa propre identité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on lui balance ça dans la gueule à un moment donné, c'est tout à fait normal. C'est qu'elle-même, elle s'est peut-être placée dans le mauvais endroit. Tu sais, moi, je ne reproche pas en fait ceux qui sont dans des couples mixtes. Par exemple, elle, je sais que je crois que son mari est blanc. Ouais, c'est ça. Elle peut être avec un homme blanc, c'est pas un souci. Mais du moment en fait que quand les tiens, on les attaque, tu ne sais pas en fait défendre les intérêts premiers avant tout ta communauté, ça pose un problème. C'est-à-dire que là en fait, tu te noies et tu t'es perdu. Et elle en fait, elle a montré à plusieurs reprises qu'elle s'était perdue, elle s'était noyée. Sans compter que nous aussi, on a eu, moi j'ai beaucoup d'informations sur cette fille qui sont pas reluisantes pour elle. C'est-à-dire que si on serait des personnes vraiment de mal à viser, parce que je vais pas te mentir, il y a eu des personnes qui sont venues nous voir à cette époque-là, là, au moment où elle s'est fait attaquer, pour l'attaquer en fait elle-même par rapport à certaines choses qu'elle avait fait qui étaient néfastes par rapport à la communauté. Et nous, on a en fait demandé aux gens en question qui voulaient l'attaquer par rapport aux méfaits qu'elle avait fait, de ne pas l'attaquer à ce moment-là parce que elle était déjà fragilisée. Et si on montrait ça à ce moment-là, effectivement, on montrait qu'en fait contre nous les Noirs, en fait, on n'était pas solidaires. C'est-à-dire que nous les gens, on a bloqué des gens parce que je vais pas te mentir, Absatou c'est pas une scène. Mais maintenant, comme je le dis, c'est pas en fait peut-être le lieu, le moment en fait pour aborder ce sujet-là. Mais on a préféré en fait, moi, tu sais, je dirais une chose. Quand je vois que je ne peux pas en fait défendre une personne, des fois, je préfère en fait me taire. Non pas en fait que j'acquiesce ce qui est fait contre elle, mais quand je vois que elle-même en fait n'est pas en capacité de défendre les siens quand les siens sont attaqués, mais elle demande de se faire défendre quand elle-même elle se fait attaquer, ça pose un problème. Comme on dit, si tu veux être défendu un jour, toi-même défends les autres. Camos de Nostradamus.